Est-ce que ça t'est déjà arrivé de finir de nettoyer toute ta maison, de te retourner 5 minutes, et il y a déjà des choses hors de leur place? C'est frustrant, épuisant, et ça ressemble à un combat sans fin. Mais si je te disais que le problème, ce n'est ni ta famille ni le désordre, mais certaines habitudes silencieuses qui sabotent ton effort sans que tu t'en rendes compte? Aujourd'hui, je vais te montrer des méthodes surprenantes et très peu communes pour éviter que ta maison ne se désordonne après l'avoir laissée impeccable. Je te promets qu'il y en a plus d'une qui va te sembler très bizarre, mais elle fonctionne. On y va. D'abord, change les poignées des portes des pièces moins importantes par des boutons ronds. T'es-tu rendu compte qu'il y a des pièces dans la maison qui se dérangent sans que personne ne sache comment? Des endroits comme la chambre d'amis, le bureau, la buanderie ou même ta propre chambre, où tout à coup apparaissent des jouets, des papiers ou des vêtements que personne n'admet avoir laissés là. Le problème, ce n'est pas toujours le manque d'ordre, mais l'accès facile. C'est pourquoi, l'un des trucs les plus étranges mais incroyablement utiles que j'ai essayé est de changer les poignées ordinaires des portes par des boutons ronds, surtout dans ces pièces qui devraient rester intactes la plupart du temps. Pourquoi des boutons ronds? Parce qu'ils sont beaucoup moins pratiques à ouvrir rapidement, surtout pour les petits enfants ou les personnes qui ont les mains occupées. Lorsqu'un enfant essaie d'ouvrir une porte à boutons, et encore plus si elle est bien ajustée ou un peu dure, cela devient inconfortable ou le décourage carrément d'entrer. Et c'est là que commence la vraie magie. S'il n'entre pas, il ne dérange pas. Ce n'est pas qu'on veuille tout fermer à clé, ni être en train de contrôler tout le temps. Mais en réduisant l'accès facile, tu contrôles indirectement le mouvement des objets qui finissent hors de leur place. De plus, ce petit changement a un effet curieux chez les adultes aussi. Lorsqu'une porte devient moins accessible, elle est psychologiquement associée à un espace privé, plus respecté, et on y réfléchit à 2 fois avant d'entrer juste pour y déposer un sac, une boîte ou une pile de linge sale, pour l'instant. Incroyable, mais vrai. Si tu combines ça avec le fait de laisser ces portes fermées la plupart de la journée, ou même en mettant un ruban discret en croix sur le bouton lorsque la pièce vient d'être rangée, tu crées une barrière visuelle et physique qui limite le désordre spontané. La plupart du temps, le désordre ne se génère pas par nécessité, mais par habitude que tout soit disponible et ouvert. Et tu n'imagines pas à quel point ce petit détail diminue les rondes éternelles à ramasser des choses dans des pièces qui devraient rester intactes. C'est l'une de ces choses bizarres qu'on ne te dit jamais dans les manuels de rangement, mais qu'en l'appliquant, tu remarques comment ta maison reste plus stable, moins encombrée de choses hors de leur place, et avec moins d'efforts quotidiens. Un autre avantage, c'est que tu peux le faire progressivement, pièce par pièce, sans avoir besoin de dépenser beaucoup. Un bouton rond ordinaire est économique, facile à installer avec un tournevis, et en plus, si tu veux renforcer l'effet, tu peux choisir des modèles sans serrure ou avec verrou intérieur, pour avoir un contrôle total de l'accès sans te compliquer avec des clés. L'essentiel, c'est de comprendre que maintenir une maison en ordre, ce n'est pas seulement une question de nettoyage et de rangement, mais de contrôler les accès et les stimuli. Si les points d'entrée au désordre sont limités, le reste se gère avec moins d'efforts. C'est pourquoi ce truc, même s'il peut sembler exagéré ou curieux, vaut de l'or. Essaie-le dans une pièce pendant une semaine et tu seras surpris du changement. Avant de continuer, comme toujours je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à soutenir la vidéo avec un like. En cadeau, dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé, je vous laisserai un plané d'organisation quotidienne pour une maison impeccable 100% gratuit. J'espère que vous en profiterez. Deuxièmement, place un panier moche, vieux et sans intérêt dans chaque pièce. Un seul. Cette méthode est aussi ridicule qu'efficace, et je vais t'expliquer pourquoi. Tu n'as pas besoin de jolis paniers, ni de boîtes décorées, ni de paniers avec des étiquettes sympathiques. Ce qu'il te faut, c'est un panier moche, vieux, de ceux que personne ne veut toucher. Ça peut être une boîte en carton usagé, un panier en plastique décoloré ou un seau à moitié cassé. Plus c'est désagréable ou mal assorti dans la pièce, mieux c'est. C'est ça le truc psychologique. Place-en un dans chaque pièce principale, salon, cuisine, chambre des enfants, salle de bain, patio, bureau, partout où il apparaît constamment des choses que personne ne ramasse. Ce panier va devenir la zone de punition. Tout objet hors de sa place que tu trouves en passant, peu importe à qui il appartient, va directement là-dedans. Sans prévenir, sans demander, sans donner d'explication. La télécommande sur la table? Dedans. Un jouet qui traîne dans le couloir? Dedans. Un t-shirt sur la chaise? Dans le panier. Et ça reste là. Pourquoi doit-il être moche et désagréable? Parce que si tu utilises un joli panier décoratif, personne n'en a peur. L'objet se fond dans le décor, devient partie de l'environnement et le panier finit débordé sans sens. Mais quand tu mets quelque chose de moche, d'aspect inconfortable et même un peu agaçant à la vue, tout le monde sait que ce n'est pas un bon endroit pour ses affaires. Le simple fait de savoir que leurs affaires finiront là, dans ce coin visuellement désagréable, crée un malaise et fait réfléchir à 2 fois avant de laisser traîner quelque chose.
Et voici la meilleure partie, les règles. Il n'y a qu'une seule façon de récupérer ce qui est tombé dans le panier de punition, c'est d'aller le chercher soi-même. Personne ne peut le rendre pour toi, personne ne peut le sortir de là sans que ça se remarque. Si quelqu'un veut regarder la télé et que la télécommande est dans le panier, il doit aller la chercher. Si un enfant cherche son jouet préféré et qu'il ne le trouve pas, tu lui indiques le panier. Il se crée une dynamique où la maison commence à s'éduquer toute seule, car personne ne veut avoir la honte d'aller fouiller dans ce vieux panier. Le plus curieux, c'est qu'avec le temps, les personnes dans la maison commencent à s'autoréguler. La simple peur ou gêne de voir leurs affaires mélangées là, avec des papiers froissés, des vieilles chaussettes ou des emballages vides, fait qu'ils s'habituent à ne pas laisser traîner leurs affaires. Les enfants, en particulier, s'adaptent très vite à ce système car ils le perçoivent comme une punition sociale subtile. Leur jouet préféré n'est pas perdu, il est puni. Tu peux même élever le niveau de cette dynamique en attribuant des jours spécifiques pour la vider. Par exemple, tout ce qui se trouve dans le panier le dimanche soir est donné, jeté ou rangé pendant une semaine entière. Personne n'a envie de voir ses affaires disparaître parce qu'il les a laissées traîner, donc la motivation pour éviter ce sort est immense. De plus, avoir un panier comme ça dans chaque pièce empêche le désordre de se propager. Quand quelque chose reste traîné, tu n'as pas à décider où ça va y faire un détour pour le ranger. Tu le ramasses simplement et tu le jettes dans le panier de cette pièce. Ça te fait gagner du temps, réduit l'effort mental et te permet de garder le contrôle sans avoir à faire de sermons ou de supplications. Et le plus puissant, peu importe combien de fois tu l'expliques, tout le monde ne comprendra pas immédiatement. Mais l'inconfort visuel et la gêne de perdre l'accès rapide à leurs affaires feront que petit à petit, tous changeront leur comportement. Ce n'est pas un panier, c'est un rappel constant et visible que dans cette maison, les choses ont leur place, et sinon, elles finissent dans le pire endroit possible. C'est simple, peu coûteux et terriblement efficace. Crois-moi, ce truc, aussi ridicule qu'il puisse paraître, t'évitera plus de disputes, de discussions et de sermons que n'importe quelle autre règle de rangement que tu essaies d'imposer. Et quand tu verras quelqu'un s'approcher avec gêne pour fouiller dans ce vieux panier, tu souriras intérieurement en sachant que le plan fonctionne. Troisièmement, place dans ta cuisine un minuteur visuel ou un sablier. Je te le dis franchement, la cuisine est le cœur du désordre dans n'importe quelle maison. Peu importe à quel point tu la laisses impeccable, il suffit que quelqu'un entre chercher un verre d'eau, un fruit ou ouvre le réfrigérateur sans raison pour que le chaos recommence. Le danger de cet espace, c'est que comme il est toujours utilisé, les gens ont l'impression que ça ne fait rien de laisser une tasse sale, une assiette mal rincée ou un emballage sur la table. Et c'est justement là que cette méthode, aussi simple qu'étrange, change complètement la dynamique. Procure-toi un minuteur visuel. Ça peut être un sablier, un minuteur de cuisine ou même une application sur ton téléphone, même si l'idéal est que ce soit quelque chose de physique et visible. Peu importe la durée, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. L'important est que chaque fois que quelqu'un, toi y compris, entre dans la cuisine, il l'active immédiatement. Et voici la règle. Tu ne peux pas sortir de là sans avoir laissé au moins une chose mieux que tu ne l'as trouvée avant que le temps soit écoulé. Si tu es entré pour prendre une cuillère et que tu vois un torchon mal placé, tu le remets bien. S'il y a une tasse sale, tu la mets dans l'évier. S'il y a des miettes, tu les nettoies. Il ne s'agit pas de faire un grand ménage, mais de corriger au moins une chose. Le minuteur agit comme un déclencheur mental. Le temps démarre et en quelques secondes, ton cerveau détecte rapidement ce qui est hors de sa place et le corrige sans problème. Ce qui est curieux, c'est que ce système non seulement garde la cuisine propre sans effort, mais change aussi l'attitude de ceux qui vivent dans la maison. Quand quelqu'un sait qu'en entrant il doit activer le minuteur et améliorer quelque chose, il devient automatiquement plus conscient du désordre qu'il génère et de celui qui existe déjà. Et le mieux, c'est que comme le temps est court, personne ne se plaint. Ce ne sont que quelques secondes. Personne ne peut dire qu'il n'a pas le temps de mettre un verre à laver ou d'essuyer une table. Et tu n'imagines pas à quel point cette petite habitude accumulée dans la journée garde la cuisine impeccable presque sans que tu t'en rendes compte. Parce que ce qui avant s'accumulait emballage, papier, torchon, reste de nourriture est maintenant corrigé automatiquement par chaque personne qui passe. Le mieux, c'est que tu peux ajuster le temps selon la taille de la tâche. Tu es entré faire un café? Mets-le sur 2 minutes. Tu es juste allé chercher de l'eau? 30 secondes suffisent. Tu peux aussi en faire un jeu avec les enfants. Celui qui parvient à améliorer le plus de choses avant que le sable s'écoule gagne une petite récompense ou un point. Ça devient une routine amusante et éducative sans qu'ils aient l'impression de faire des corvées. C'est une façon subtile de leur apprendre à prendre soin de l'espace commun. Un autre avantage, c'est que ça réduit cette sensation que la cuisine est un espace neutre où tout le monde laisse ses affaires sans s'en soucier. Le minuteur établit, de façon silencieuse mais ferme, que toute personne qui entre a une responsabilité minimale. Et ça change la culture de la maison. En peu de temps,
Tu remarqueras que plus personne ne laisse d'emballage sur le plan de travail parce qu'il sait que quelqu'un d'autre passera, verra le papier et le jettera en quelques secondes. Et si quelqu'un fait semblant de rien et n'active pas le minuteur, il suffit que tu le rappelles une fois. Tu as activé le minuteur. Ça suffit. Les gens préfèrent collaborer 2 minutes plutôt que de passer pour celui qui ne respecte pas les règles de vie de la maison. C'est une méthode simple, économique, presque ridicule de simplicité, mais hautement efficace. La cuisine reste en ordre parce que le désordre n'a jamais le temps de s'accumuler. Chaque passage corrige quelque chose, et multiplié par 10, 20 ou 30 fois par jour, la cuisine reste toujours raisonnablement propre sans effort, sans dispute et sans avoir à surveiller qui que ce soit. Et ça, dans une maison avec des enfants, des invités ou des adultes distraits, ça vaut de l'or. Quatrièmement, cache une boîte avec des étiquettes autocollantes rouges. C'est, sans exagérer, l'une des stratégies les plus étranges mais les plus brutales que tu puisses appliquer chez toi si tu veux vraiment maintenir l'ordre sur le long terme. Le désordre ne vient pas toujours des choses utiles, mais de cette accumulation silencieuse d'objets en double, de choses inutiles, de bibelots qu'on n'utilise jamais, de vieux magazines, de stylos secs, de câbles sans propriétaire, de vêtements oubliés et d'objets mystérieux qui réapparaissent encore et encore dans différents endroits. Et comme ils ne semblent pas si graves, on les laisse passer. Jusqu'à ce qu'un jour la maison soit remplie de petites choses sans intérêt qui prennent de la place, encombrent et salissent visuellement. Pour briser ce cycle, tu n'as besoin que d'une boîte ordinaire. Ça peut être une boîte à chaussures, une petite boîte en plastique, peu importe. À l'intérieur de cette boîte, tu vas garder un seul élément, un paquet d'étiquettes autocollantes rouges. Mais pas n'importe lesquelles. Elles doivent être rouges, car cette couleur communique le danger, l'avertissement et l'alerte visuelle immédiate. Et voici la règle. Chaque fois que tu trouves un objet en double, inutile, hors de sa place ou sans raison d'être là, un bibelot mal placé, un câble sans propriétaire, un jouet cassé, un carnet sans feuilles, une vieille cuillère, une boîte vide, peu importe, tu lui colles discrètement une de ces étiquettes rouges. Pas besoin de prévenir, pas besoin de demander, juste marquer. Le but n'est pas de se disputer avec qui que ce soit ni de débattre de ce qui reste ou de ce qui part. L'étiquette rouge fonctionne comme un avertissement silencieux. L'objet reste marqué, à la vue de tous. Et que se passe-t-il ensuite? Très simple. Tout objet qui accumule 3 étiquettes rouges en 3 jours différents s'en va. Sans négociation. On le donne, on le jette, on le vend ou on le recycle, mais il sort de la maison. Ce qu'il y a de puissant dans cette méthode, c'est qu'elle ne génère aucun conflit direct. Tu n'as pas à discuter pour savoir si ce vilain vase mérite d'être là ou non. Tu le marques. S'il est encore hors de sa place le lendemain, une autre étiquette. Et s'il reste au même endroit le 3e jour, il part. Cela devient une règle objective, visuelle et dénuée de charge émotionnelle. Les objets se définissent eux-mêmes par leur comportement. Si personne ne les utilise, ne les réclame ni ne les range, c'est qu'ils ne sont pas nécessaires. De plus, ce système commence à éveiller la conscience de ceux qui vivent avec toi. Lorsqu'ils voient une étiquette rouge sur leurs affaires, ils savent que c'est un avertissement. S'ils veulent les conserver, ils doivent les ranger à leur place. S'ils ne le font pas, ils connaissent déjà leur sort. Et crois-moi, personne n'aime que ces affaires traînent marquées dans toute la maison comme des objets indésirables. Le meilleur dans tout ça, c'est qu'en réduisant la quantité d'objets inutiles ou en double, tu diminues automatiquement le volume de désordre qui se crée. Car chaque chose en trop prend de la place, encombre les meubles, tombe, se mélange avec d'autres et finit par semer le chaos. Quand tu élimines ces éléments, l'ordre se maintient plus longtemps et avec moins d'efforts. Je te recommande aussi d'utiliser ce système comme un nettoyage de fond silencieux. Si chaque jour tu colles 2 ou 3 étiquettes, sans te presser, sans prévenir, en quelques semaines tu auras éliminé des dizaines d'objets qui occupaient inutilement de la place. Et le mieux, sans dispute familiale, sans grands ménages épuisants et sans avoir à justifier chaque chose que tu jettes. L'important, c'est de ne jamais briser la règle. Si un objet a 3 étiquettes, il part. Si tu commences à faire des exceptions, tu perds ton autorité et la dynamique s'effondre. La force de cette méthode, c'est que tout le monde sait qu'une fois marqué 3 fois, il n'y a pas de retour en arrière. C'est pour ça que ça marche. Parce que ça impose de l'ordre sans mots, avec des actions concrètes et des résultats visibles. Et en touche finale, tu peux garder cette boîte d'étiquettes toujours à portée de main, mais hors de la vue des autres. C'est ton arme secrète contre le désordre chronique. Une méthode discrète, sans drame, mais impitoyablement efficace pour maintenir l'ordre réel, et pas l'ordre apparent. Parce que ce qui a l'air rangé mais cache des choses inutiles finira tôt ou tard par exploser. Cette méthode coupe le mal à la racine. 5e, utilise des parfums forts dans les zones ordonnées. Ce truc semble tout droit sorti d'un vieux livre de superstition domestique, mais il a été plus que prouvé dans la pratique, et une fois que tu l'appliques,
tu remarques comment la dynamique de ta maison change sans que tu n'aies besoin de dire un seul mot. Il s'agit d'utiliser des arômes forts et définis dans les espaces que tu veux maintenir rangés. Et pas n'importe quel parfum. Il faut des odeurs que le cerveau associe immédiatement à la propreté, à la fraîcheur et au contrôle. Pourquoi ça fonctionne? Parce que, même si personne ne le dit, nous évitons tous de déranger un endroit qui sent le propre. C'est instinctif. L'odeur agit comme un signal invisible qui dit au cerveau « Ici, tout est à sa place, mieux vaut ne rien toucher ». C'est comme quand tu entres dans un magasin de vêtements bien rangé qui sent le tissu neuf, ou dans une salle d'attente qui sent l'eucalyptus. Tu te déplaces avec prudence, tu baisses le ton de ta voix et tu évites de laisser quoi que ce soit en désordre. Maintenant, imagine utiliser cet effet à ton avantage dans ta propre maison. Le secret, c'est d'utiliser des arômes spécifiques pour des zones spécifiques. Par exemple, un spray maison à la cannelle, au citron et à une touche de clou de girofle pour l'entrée de la maison. Non seulement ça sent incroyablement bon, mais cet arôme enveloppant fait que toute personne qui franchit la porte a l'impression d'entrer dans un espace soigné. Les gens enlèvent automatiquement leurs chaussures, posent leur sac à sa place ou évitent de laisser des objets sur la table de l'entrée. Dans le salon, je te recommande la lavande ou le romarin. La lavande détend mais donne en même temps une sensation d'espace propre et ordonné. Tu peux placer des sachets parfumés à l'intérieur des coussins ou vaporiser les canapés avant que des invités n'arrivent. L'astuce, c'est que l'arôme soit présent avant que quelqu'un n'occupe l'espace. Il ne s'agit pas de masquer de mauvaises odeurs, mais de créer une ambiance. Pour la cuisine, rien de mieux qu'un spray au vinaigre blanc et aux écorces d'agrumes. Cette odeur purifie l'air des relents gras ou de nourriture accumulée, mais donne aussi cette sensation de cuisine de grand-mère, propre, lumineuse et ordonnée. Et sans que personne ne le dise, tu verras que plus personne ne laissera de tasses sales ou de sachets sur le plan de travail. Dans les chambres et la salle de bain, tu peux utiliser des huiles essentielles de menthe poivrée ou d'eucalyptus. Ces arômes éveillent l'esprit, rafraîchissent et procurent cette sensation d'hygiène impeccable. Quand une pièce sent bon, le linge sale est ramassé sans qu'on le demande, les lits sont faits et les affaires remises à leur place. Personne ne veut déranger un espace qui respire le propre. Et voici ce qu'il y a de plus curieux. Quand tu commences à parfumer les zones fraîchement rangées, l'ordre s'y maintient plus longtemps. Parce que les gens associent inconsciemment cette odeur à la sensation visuelle d'ordre et prennent soin de ne pas casser cet équilibre. C'est un conditionnement subtil mais très puissant. Tu peux même en faire une routine quotidienne. Quand tu termines de ranger une pièce, vaporise l'arôme choisi pour cet endroit. En moins d'une semaine, tu verras la différence. Tu n'auras plus besoin de courir après les enfants ni de rappeler à ton conjoint de ranger ses affaires. Personne ne voudra être celui qui casse cette atmosphère agréable. Et si tu veux aller encore plus loin, change d'arôme de temps en temps. Ainsi, le cerveau ne s'habitue pas et continue d'associer le nouveau parfum à l'idée d'espace soigné. Par exemple, en hiver, utilise du clou de girofle, de l'orange et de la cannelle. En été, du citron, du basilic et de la menthe. Ce sont de petites astuces qui transforment ta maison en un espace non seulement propre, mais instinctivement ordonné. Ne sous-estime pas le pouvoir des odeurs. C'est un outil invisible de contrôle de l'environnement. Pas besoin de crier, de coller des pancartes ou de surveiller tout le monde. Il suffit que les espaces importants sentent l'ordre, et la dynamique de la maison s'équilibre d'elle-même. C'est étrange, oui, mais ça marche. Essaie et tu verras même les plus désordonnés faire plus attention à leurs gestes. 6e, interdisez les surfaces planes vides. Cette astuce est si subtile et si puissante que, quand on l'applique, on se demande pourquoi on ne l'a pas fait avant. Car si tu y prêtes attention, dans toutes les maisons sans exception, les surfaces planes vides deviennent des pièges à désordre. Ce sont ces endroits qui, pour une raison mystérieuse, attirent les clés, les papiers, les téléphones portables, les tickets de supermarché, les pièces de monnaie, les emballages de bonbons et tout ce que les gens ont dans les poches. Et comme elles sont vides, on dirait qu'elles sont justement là pour ça. Voilà pourquoi cette méthode est si efficace. Elle interdit, de manière stratégique, de laisser des surfaces vides. Et comment faire? Pas avec un panneau ou un rappel collé. Il faut occuper visuellement et physiquement cet espace avec un objet décoratif fixe. Cela peut être un joli plateau, une plante d'intérieur, un vase avec des fleurs séchées, une lampe de table, un photophore ou une petite sculpture. Ce qui compte, ce n'est pas tant l'objet que le fait qu'il occupe visuellement le centre de cette surface et lui donne un sens. Car lorsqu'une table ou un meuble possède un centre décoratif défini, les gens évitent de le désordonner. Pourquoi ça marche? Parce que le cerveau humain respecte les compositions visuelles complètes. Lorsqu'une surface est vide, elle paraît incomplète et disponible. Elle invite à poser des choses. Mais lorsqu'il y a un objet décoratif au centre, cela crée une limite psychologique. C'est comme si cette table avait déjà un propriétaire, comme si cet espace avait déjà une fonction,
et tout objet supplémentaire qui s'y poserait viendrait briser l'harmonie. Et personne, même les plus désordonnés, ne veut être celui qui gâche ça. Dans la pratique, ça fonctionne mieux si tu choisis des objets avec un peu de volume. Une plante touffue, un plateau large ou une lampe haute. Plus cet objet décoratif occupe de place visuelle et physique, moins il reste de marge pour que quelqu'un laisse un trousseau de clés ou une enveloppe sur la table. Car il n'y aura plus ce coin vide, si tentant. Fais le test dans l'entrée de ta maison, qui est souvent l'épicentre du désordre domestique. Si tu as une console ou une table vide, c'est là que s'accumulent clés, reçus, masques, lunettes de soleil, pièces de monnaie et tout ce que les gens ont dans leur poche. Pose là un plateau décoratif avec une plante ou un objet lourd au milieu. Tu verras immédiatement que les clés n'y restent plus. Parce qu'il n'y a plus où les poser. Même chose pour les tables du salon, de la salle à manger ou de la cuisine. Place un centre de table qui prenne de la place. Un panier de fruits bien rempli, un grand vase ou un saladier en bois. L'important est qu'il ne reste pas d'espace mort. S'il reste trop de place autour, on finira quand même par poser des trucs. Mais si le centre décoratif s'impose, le cerveau le respecte. Tu peux même faire ça avec les tables de nuit dans les chambres. Un joli livre, une bougie parfumée et un petit vase suffisent à maintenir cette surface nette. Ce qui était autrefois un endroit où traînaient chargeurs, papier ou tasse vide devient une petite composition visuelle ordonnée que personne n'a envie de perturber. Et le plus curieux, c'est qu'en réduisant les points d'appui disponibles pour laisser traîner des choses, tu réduis automatiquement le désordre dans toute la maison. Car, n'ayant plus ces endroits à portée de main, les gens sont obligés de ranger leurs affaires aux bons endroits. Les clés dans leur boîte, les papiers dans leur dossier, les chargeurs dans leur tiroir. Ce qui semblait n'être qu'un changement décoratif est en réalité une stratégie de contrôle de l'environnement pour orienter l'ordre domestique sans l'imposer de manière autoritaire. C'est pourquoi cette méthode non seulement embellit ta maison, mais la garde propre et ordonnée sans effort. Parce que dans une maison où il n'y a pas de surface plane vide, il n'y a pas d'endroit où désordonner. Et ça, au quotidien, ça vaut de l'or. Essaie, commence par un seul meuble, et tu verras comment le désordre diminue comme par magie. 7e, établis une heure folle chaque jour. Ce conseil est si simple qu'il ressemble à un jeu, mais il a un pouvoir transformateur que peu de techniques d'organisation peuvent égaler. On l'appelle l'heure folle, parce que c'est littéralement un moment de chaos contrôlé, d'énergie et de mouvement rapide qui bouscule la routine quotidienne et met fin à ce désordre qui s'accumule sans que personne n'y mette un frein. Le principe est très simple, choisis une heure fixe, qui peut être juste avant le dîner, après la sieste ou en fin d'après-midi. À ce moment-là, lance une chanson joyeuse et entraînante que tout le monde connaît et qui dure exactement 5 minutes. Ce n'est pas une heure longue ni compliquée, juste 5 minutes pour passer toute la maison en mode nettoyage express. Quand la musique commence, chaque personne de la maison, grand ou petit, mamie ou enfant, doit se lever et ramasser tout ce qui traîne dans sa zone assignée. Et attention, ici pas d'excuses ni de négociations. Même fatigué, il faut le faire. C'est une obligation quotidienne. La clé, c'est la brièveté et la constance. 5 petites minutes, mais chaque jour. Ce que produit cette heure folle. Premièrement, elle réduit le désordre accumulé. Parce qu'en seulement 5 minutes, on peut ramasser des tonnes de petites choses qui, si elles restent, finissent par encombrer chaque recoin. Deuxièmement, elle crée une habitude collective qui ne dépend ni de rappel ni de sermon. Quand la musique démarre, tout le monde sait quoi faire. Troisièmement, elle transforme le rangement en une activité ludique et dynamique, plutôt qu'une corvée ennuyeuse ou stressante. De plus, la musique agit comme déclencheur et moteur. Il y a quelque chose dans la combinaison du rythme, du temps limité et de l'énergie collective qui accélère l'action et maintient la concentration. Personne ne veut être celui qui traîne quand la chanson s'arrête, et ce petit défi quotidien crée une ambiance de coopération et de saine compétition dans la famille. Ce système évite aussi le fameux « je n'ai pas eu le temps » ou « je ne savais pas quand ranger ». Parce que l'heure folle est programmée, prévisible et tout le monde l'attend. C'est un moment où la maison se remet en ordre, où les pièces retrouvent leur état et les objets, leur place. Et le mieux, c'est que, comme c'est court et régulier, l'effort passe inaperçu. Si tu as de jeunes enfants, tu peux ajouter des récompenses ou des encouragements pour les motiver. Un point par objet ramassé, une étoile sur le tableau des tâches ou une petite récompense hebdomadaire. Ainsi, tu transformes cette routine en un jeu amusant qui les enthousiasme et leur apprend la responsabilité dans la bonne humeur. Et ne pense pas que cela ne sert qu'à la maison. Heure folle, peut aussi être utile dans les bureaux, ateliers ou tout espace partagé où le désordre s'accumule sans contrôle. L'astuce réside dans la constance, l'énergie et la durée juste pour que personne ne s'épuise. En résumé, cette heure de musique, de mouvement et d'ordre ne nettoie pas seulement l'espace physique, mais aussi la routine et les excuses qui empêchent que l'ordre dure. 5 minutes par jour,
tous les jours, avec rythme et intention, et tu verras comment ta maison reste impeccable sans dispute ni fatigue. Essaie cette semaine et tu verras comment même les plus désordonnés deviennent des héros de l'organisation quand la musique commence. Car la clé est dans l'action collective, brève et constante. C'est simple, amusant et surtout, ça marche. 8e, utilise des lumières froides dans les zones ordonnées et des lumières chaudes dans les zones de repos ou de jeu. Cette astuce semble sortie d'un livre de psychologie domestique ou de design d'intérieur avancé, mais je t'assure que c'est l'une des armes secrètes les moins connues pour contrôler l'ordre sans prononcer un seul mot. Tout repose sur la façon dont notre cerveau réagit à la lumière et aux couleurs qu'elle projette dans les espaces où nous vivons. Les lumières froides, celles qui tirent vers le blanc ou le bleu, comme la lumière naturelle du jour, ont un effet stimulant sur le cerveau. Elles nous gardent alertes, concentrés et éveillés. C'est pourquoi de nombreux bureaux utilisent ce type d'éclairage, car il aide les gens à rester concentrés et productifs. À la maison, appliquer cette même logique peut être la clé pour garder certaines zones en ordre. Quand tu utilises des lumières froides dans les zones où tu souhaites que l'ordre prévaille, comme la cuisine, le bureau, l'étude ou même les couloirs, l'ambiance devient plus active, et le cerveau envoie des signaux inconscients que cet endroit doit être propre et organisé. C'est un état mental d'alerte qui, sans que nous en prenions conscience, fait qu'on ne veut pas laisser traîner des choses, jeter des papiers ou laisser des objets en désordre. C'est comme un gardien silencieux qui veille à l'ordre grâce à la lumière. En revanche, les lumières chaudes, celles jaunâtres, douces, comme la lumière du coucher de soleil ou d'une bougie, créent une atmosphère détendue, confortable et calme. Elles sont idéales pour les zones de repos, les chambres, les salons ou les aires de jeu pour enfants. Ce type de lumière invite à la relaxation, à déconnecter, à relâcher le stress. Et en conséquence, elle tolère un peu plus de désordre, car l'ambiance est moins alerte et plus permissive. En séparant donc ces deux types d'éclairage selon la fonction de la pièce, tu obtiens un équilibre invisible mais très puissant. Changer quelques ampoules peut faire que ta cuisine se sente comme un lieu de travail sérieux et ordonné, tandis que le salon devient un espace chaleureux où personne ne se sent sous pression. Cela aide non seulement à maintenir l'ordre, mais améliore aussi la sensation générale dans la maison. Les espaces fonctionnent mieux, sont utilisés avec intention, et l'ambiance s'adapte à ce dont tu as besoin à chaque moment de la journée. De plus, c'est un changement simple, économique et rapide. Tu n'as pas besoin de grandes rénovations ni d'investissements. Il suffit de changer les ampoules ou d'installer des lampes avec la bonne température de lumière pour chaque pièce. Et si tu veux aller plus loin, tu peux utiliser des variateurs ou des ampoules intelligentes qui changent de température selon l'heure du jour, renforçant encore cet effet. La clé est de prendre conscience de la manière dont la lumière influence notre comportement. En l'appliquant, tu améliores non seulement l'ordre, mais aussi l'harmonie et le bien-être dans ta maison, sans avoir à dire un mot. Si tu es déjà entré dans un lieu et as ressenti qu'il était trop relax ou trop actif, maintenant tu sais pourquoi. Jouer avec la température de la lumière chez toi est une manière intelligente et silencieuse d'influencer l'ordre et l'attitude des habitants. Essaie, et tu verras qu'à force de rien faire d'autre, la maison se sent différente, plus organisée, et les gens se comportent de manière plus ordonnée sans qu'on ait besoin de le demander ou de râler. La lumière commande plus que tu ne le crois. 9e, est toujours un sac du bannissement, accroché derrière une porte. Ce dernier conseil est comme une leçon de discipline déguisée en simple accessoire domestique. Mais crois-moi, il a un effet immédiat et profond sur la façon dont tout le monde commence à valoriser l'ordre et ses propres affaires. Le sac du bannissement est littéralement cela. Un sac, ça peut être un vieux sac à dos, un sac en tissu ou un grand sac solide que tu accroches derrière une porte peu visible, celle de la cuisine, de la salle de bain ou d'un couloir, et qui sert de lieu de punition temporaire pour tout ce que quelqu'un laisse traîner hors de sa place. L'idée est simple mais puissante. Tout objet que tu trouves traînant dans la maison, peu importe s'il est à toi ou à quelqu'un d'autre, tu le ramasses et tu le mets dans ce sac. Pas question de le laisser où il était ni de le remettre à moitié. Directement dans le sac. Mais attention, l'important n'est pas que les gens perdent définitivement leurs affaires, mais qu'ils ne peuvent les récupérer qu'une fois par semaine, à un jour et une heure précis que tu fixes. En dehors de ce moment, le sac reste fermé et hors d'usage. Ce système enseigne plusieurs choses puissantes. Premièrement, que le désordre a de vraies conséquences. Ce n'est pas qu'une question esthétique ou de propreté, mais signifie perdre un accès immédiat à ses affaires. Deuxièmement, que la responsabilité est individuelle. Si tu as laissé quelque chose traîner, c'est à toi de faire l'effort de le récupérer. Troisièmement, que l'ordre se maintient parce que personne ne veut perdre du temps ni de l'énergie à chercher dans le sac les affaires des autres. De plus, ce sac crée une tension positive dans la maison. Personne ne veut être celui qui doit chaque semaine aller récupérer son téléphone, sa télécommande, son cahier ou ses vêtements. Et cette peur de la perte temporaire entraîne un changement d'habitude très rapide. Les gens commencent à ranger leurs affaires à temps pour ne pas les perdre.
Le meilleur, c'est que cette méthode ne nécessite ni longues explications ni discussions. Elle est visuelle, tangible et juste. Le sac est un rappel constant que l'ordre n'est pas optionnel, et que la maison fonctionne mieux quand tout le monde met la main à la pâte. C'est aussi une façon d'éviter les disputes à cause du désordre. Au lieu de se plaindre ou de discuter, on ramasse simplement ce qui traîne et on le bannit. Cela élimine les conflits et favorise la coopération sans que personne ne se sente attaqué ou pointé du doigt. Et pour rendre cela encore plus efficace, établis la routine hebdomadaire de vérifier le sac comme un événement familial. Ce jour-là, vous pouvez faire le ménage ensemble, récupérer ce que vous voulez et décider quoi faire avec ce que personne ne réclame, donner, jeter ou recycler. Ainsi, tu apprends aussi à te détacher des choses inutiles. Si tu as des enfants, tu verras qu'ils deviennent plus conscients et soigneux avec leurs affaires pour ne pas finir au bannissement. Les adultes apprennent aussi vite que l'ordre ne sert pas seulement à plaire, mais à faciliter la vie quotidienne. En résumé, le « sac du bannissement » est un outil simple, économique et pratique qui met de l'ordre sans imposer de règles compliquées ni de discussions épuisantes. C'est une manière claire et efficace d'enseigner la responsabilité, le respect et le soin de l'espace commun. Et le meilleur, ça fonctionne dans toutes les maisons, quelle que soit leur taille ou le nombre de personnes. Alors, accroche ce sac dès aujourd'hui et prépare-toi à voir comment, petit à petit, ta maison devient un lieu où l'ordre est l'invité principal et le désordre un problème avec date d'expiration. Je te garantis que si tu appliques même seulement 3 de ces méthodes étranges mais efficaces, ta maison restera ordonnée plus longtemps et avec moins d'efforts. Ce n'est pas de la magie, c'est de la stratégie. Tu te lances pour en essayer une aujourd'hui? Si ces astuces un peu originales t'ont plu, laisse-moi un commentaire avec le numéro de celle qui t'a le plus surpris et on se retrouve dans la prochaine vidéo.